Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Car le Moniteur, comme vous le savez, c'est un magazine que vous connaissez sans doute bien, mais c'est aussi, comme on peut le voir sur la slide suivante, un organisme de formation avec plus de 5000 stagiaires formés chaque année. 250 programmes de formation et plus de 1000 sessions de formation chaque année, à la fois à Paris, mais aussi en province et dans les dom-toms. Et puis, ce sont des formations en présentiel ou à distance sur des formats variés tels que les classes virtuelles, le blended learning, l'e-learning, voilà, et même l'hybride désormais, tous les programmes distanciels que l'on peut imaginer. Et bien sûr, ce sont des formations qui sont toutes déclinables en intra-entreprise, donc dans vos locaux, des 3 personnes concernées, ou encore des formations qui n'existeraient pas dans notre catalogue et que nous pouvons co-construire avec vous pour faire du sur-mesure et répondre à vos problématiques spécifiques. Donc, sur la slide suivante, vous pourrez voir l'ensemble des thématiques sur lesquelles nous intervenons. Donc, nous avons une large gamme de formations sur diverses rubriques et notamment en urbanisme et aménagement, où ce sont plus d'une 50aine de programmes présents, dont celui qui va nous intéresser ce matin sur comment intégrer la biodiversité dans vos projets immobiliers. Et donc, sur la slide suivante, vous pourrez voir que nous avons donc sur notre site web cette formation, mais aussi la biodiversité dans un projet d'aménagement. Donc, des sujets dont nous allons parler ce matin avec Delphine Moureau, que je remercie vivement d'être à nos côtés. Donc, Delphine Moureau est responsable de programme Finances responsables et biodiversité à l'Observatoire de l'immobilier durable. Et donc, elle va nous faire un point sur les initiatives d'ores et déjà engagées vis-à-vis de la préservation de la biodiversité dans les programmes immobiliers et mener des réflexions sur ce sujet, notamment dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc l'OID, vous le savez sans doute, mais c'est une association qui participe activement à la montée en puissance des thématiques ESG, donc environnement, social, gouvernance, en France et à l'international, par un programme d'action sur le terrain et auprès des pouvoirs publics. Je vais donc laisser la parole à Delphine Moureau. N'hésitez pas tout au long de son intervention à utiliser le petit module questions dont vous disposez et je les lui relayerai en fin de webinaire afin que nous puissions, dans la mesure du possible, y répondre. Voilà, Madame Moureau, je vous laisse la parole. Bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Super, merci beaucoup Laurence pour cette introduction, cette présentation et merci de m'avoir conviée à ce webinaire aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir être là et de parler de ces thématiques avec vous. J'ai vu que parmi les inscrits, il y avait des profils assez différents, à la fois des entreprises, des promoteurs, mais aussi des collectivités, des mairies. Et c'est vrai que, en tout cas, à l'OID, de notre côté, c'est toujours intéressant de pouvoir varier ces interlocuteurs pour parler de ces choses-là. En tout cas, donc moi-même, je suis responsable du programme, comme l'a dit Laurence, biodiversité et finances responsables. En matière de biodiversité, nos activités, c'est de faire la vulgarisation de cette thématique auprès des entreprises qui adhèrent à l'association et de produire des ressources qui sont disponibles sur notre centre de ressources Talon pour décrypter les enjeux, produire des guides, donner en fait des petites clés pour justement passer à l'action. Et donc, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses disponibles en plus de ce webinaire. On va essayer en 1 heure déjà d'avoir un premier pas dans cette direction. Donc, voici le plan du webinaire qu'on va suivre aujourd'hui pendant les prochaines 40-45 minutes. D'abord, une partie sur les grands enjeux de la biodiversité en immobilier. Je pense que c'est toujours intéressant de revenir sur cette base. Qu'est-ce que la biodiversité? Pourquoi on parle aujourd'hui d'un effondrement de la biodiversité? Quelles sont les causes, les conséquences? Pourquoi est-ce que c'est important finalement pour nous, humains, entreprises, d'en tenir compte? On va revenir aussi sur le cadre réglementaire de la biodiversité, un petit peu au niveau international, national, territorial, mais surtout au niveau du bâtiment et des entreprises de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tous
il y a tout un ensemble de réglementations à la fois existantes, mais des nouvelles réglementations qui renforcent l'attention des entreprises et des investisseurs sur les enjeux de biodiversité en immobilier. Et une dernière partie sur passer à l'action, des outils pour comprendre les enjeux et engager une démarche, justement pour vous renvoyer vers toutes ces ressources qui existent pour savoir comment faire pour intégrer ces enjeux dans vos activités et voilà, des bonnes pratiques à généraliser, des choses comme ça. Voilà. Du coup, je passe sans plus attendre à la première partie, donc les grands enjeux de la biodiversité en immobilier. Et d'abord, la biodiversité, qu'est-ce que c'est? Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes déjà au fait de ces enjeux, mais je pense que pour ceux qui ne le sont pas forcément, c'est bien de pouvoir le rappeler. La biodiversité, c'est un concept de la science du vivant, de l'écologie, qui s'articule autour de trois composantes. Donc, il y a trois composantes de la biodiversité. Elle se mesure à l'échelle de la diversité des espèces, donc le fait qu'il y ait des espèces différentes, la diversité des milieux, la diversité des écosystèmes, à l'échelle de la planète, donc tous ces écosystèmes différents, que ce soit au niveau terrestre, marin, et la biodiversité des gènes au sein d'une même espèce entre les différents individus. Donc ça, c'était trois composantes, mais la biodiversité, elle désigne aussi les interactions entre ces trois composantes, donc à la fois entre les individus, entre les organismes vivants, mais aussi entre les individus et leur écosystème. Et donc à chaque fois, c'est toute cette dynamique-là qui va composer la biodiversité d'un milieu. Et ce qui est aussi intéressant de rappeler, c'est que la biodiversité, elle est en perpétuelle évolution. Elle évolue en fonction des variabilités spatiales, climatiques, etc., qu'on peut avoir sur un territoire ou à l'échelle de la planète. Ce qui fait que la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui, elle est différente de celle qu'il y avait il y a quelques siècles, il y a quelques millénaires, etc. Aujourd'hui, on estime à 9 millions le nombre d'espèces animales et végétales qui peuplent la planète et on en connaît seulement 14%. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, je dirais. Et donc, c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a tout ce puits, en fait, toute cette complexité dans le monde du vivant qui nous entoure, qu'on ne connaît pas forcément encore aujourd'hui et dont l'espèce humaine, bien sûr, fait partie. Aujourd'hui, on est près de 8 milliards d'êtres humains sur Terre en 2022. Et c'est assez marrant de faire le parallèle. On peut avoir l'impression d'être nombreux, mais finalement, par rapport à certaines espèces, je crois que c'est par exemple le poids, la masse des vers de terre sur Terre qui représente 5 fois celle des humains. Donc, ça permet de nous remettre un petit peu à notre place dans ce cadre mondial. Et de nous ramener à ce que nous sommes, juste une composante de cette biodiversité. Donc voilà pour cette première chose. Aujourd'hui, on parle d'une extinction de masse de la biodiversité. La biodiversité, elle s'effondre et ça s'explique par deux phénomènes parallèles. D'un côté, par un taux d'extinction des espèces qui est supérieur à celui qui serait naturel. Il est 10 à 100 fois plus élevé que le taux d'extinction naturelle selon certaines études. Donc on le voit ici sur le graphique qui est à gauche de cette slide. Ça touche tous les groupes d'espèces, mais donc sur les dernières centaines d'années, c'est aussi quelque chose qui existe depuis plus longtemps. L'espèce humaine, on va dire l'homme, a l'habitude de modifier son environnement et a donc déjà contribué à ce phénomène depuis longtemps, mais ça s'est accéléré depuis 1800, on le voit sur ce graphique. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est celui de la baisse du nombre d'individus au sein d'une espèce. Et donc là, c'est la partie de droite de cette slide avec l'indice planète vivante du WWF. Ici, ce que nous montre ce graphique, c'est que la taille moyenne des populations de vertébrés sauvages a chuté de 68% entre 1970 et 2016. Donc en fait, on a ces deux phénomènes parallèles qui se passent, à la fois la disparition d'espèces et à la fois au sein des espèces qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, une baisse du nombre, enfin du contingent de ces espèces. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ça ne se passe pas que ailleurs, ça se passe aussi sous nos yeux, dans nos milieux urbains, sur nos bâtiments, sur l'environnement qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Donc ça, on en parle comme la biodiversité ordinaire.
Par exemple, si on regarde des espèces liées au bâti, notamment des espèces d'oiseaux, par exemple, les espèces d'oiseaux qui sont des espèces inféodées au bâti, leur abondance a baissé de 28% entre 1989 et 2019, d'après un programme, le programme STOP, qui est le suivi temporel des oiseaux communs, donc un programme du Muséum national d'histoire naturelle. Donc 28% de baisse depuis 1989, et ça peut varier d'une espèce d'oiseau à l'autre. Par exemple, pour les hirondelles de fenêtre, c'est de 23% selon cette même étude, et de 60% pour certaines espèces de moineaux, comme le moineau friquet. Donc en fait, on voit que aujourd'hui, cette biodiversité, elle est menacée, et on la vit, enfin voilà, on vit dedans, et ça se passe à proximité. Donc, comment ça s'explique finalement, ce phénomène? D'après l'IPBES, donc, qui est l'équivalent du GIEC pour le GIEC pour le climat, donc là c'est l'IPBES, c'est la même chose pour la biodiversité, donc un groupe international de scientifiques qui travaille à établir des constats sur l'état de la biodiversité. Ils ont identifié 5 facteurs de pression sur la biodiversité dans un rapport qui a été publié en 2019, qui avait rencontré un fort écho à ce moment-là. Et on peut lier en fait les activités de l'immobilier et de la ville à ces 5 facteurs de pression, et ça permet d'identifier après justement dans nos activités ce qui peut être modifié, ou alors ce sur quoi il faut faire attention. Le premier, c'est le changement d'utilisation des milieux naturels. Donc là, ça va être par la construction liée au bâti, aux voiries, des choses comme ça. Et les effets que ça va avoir, c'est une destruction des milieux naturels, des espèces, mais aussi une fragmentation des écosystèmes, donc en venant rompre les continuités écologiques, ce qui va créer des barrières infranchissables parfois pour certaines espèces. Ça va aussi porter atteinte aux fonctions écologiques des milieux. Et ce qui rentre aussi dans ce premier groupe de pression, c'est les pollutions liées aux activités humaines, notamment pollutions sonores, visuelles, qui vont apporter un stress pour les espèces sur le territoire. Le deuxième facteur, donc, c'est la surexploitation des ressources biologiques. Donc là, c'est pareil, ça va être toutes les activités liées au prélèvement des matières premières, notamment dans le cadre de la construction. Donc là, vous avez les carrières, des choses comme ça qui vont venir détruire des écosystèmes. Là, on parle de biodiversité ex situ. Donc, ce n'est pas la biodiversité sur le site, sur ma parcelle, mais celle qui est liée à l'exploitation des ressources nécessaires à ce bâtiment ou à ce projet immobilier. Donc, voilà pour ce deuxième facteur. Le troisième, c'est le changement climatique, ce troisième facteur de pression. Donc là, par la modification des paramètres physico-chimiques des écosystèmes à l'échelle planétaire, et aussi à l'échelle des milieux, qui va entraîner des pressions sur les écosystèmes et les espèces. Le quatrième, c'est la pollution des sols, des airs, de l'eau, qui va potentiellement engendrer un empoisonnement des espèces, mais aussi une dégradation des écosystèmes. Et le cinquième, c'est l'expansion des espèces invasives qui vont venir remplacer les espèces locales. Et donc ça peut aussi être favorisé par les activités de l'immobilier, on y reviendra plus tard, mais notamment en phase, à la fois dans le choix de la palette végétale sur les projets, mais aussi en phase de chantier, au moment de l'ouverture d'un milieu. Donc on va mettre la terre à nu. Certaines espèces invasives pionnières vont venir coloniser le milieu et occuper des espaces où il y avait avant des espèces qui étaient locales, adaptées au territoire. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ces éléments-là pour bien identifier tout ce qu'on fait, en fait, qui peut avoir des impacts sur la biodiversité. Et pourquoi, en fait, on doit s'en soucier? Parce que cette dégradation de la biodiversité, elle entraîne une perte de ce qu'on appelle les services écosystémiques qu'elle nous rend, qu'on retire du capital naturel. Donc, ce que vous avez ici comme définition, les services écosystémiques sont les contributions créées par le capital naturel donc aux sociétés humaines. Et donc, il y a 4 services écosystémiques qui sont rangés dans 4 familles. Les services de support, qui sont le fait de, par exemple, la formation des sols, le fait qu'on vive sur des sols qui soient vivants, qui permettent toutes les autres activités.
Les services de régulation, donc là, ça va être la régulation du climat, par exemple, avec la réduction de l'effet d'îlot-chaleur urbain, la régulation des eaux pluviales avec l'infiltration de l'eau, des choses comme ça. Les services d'approvisionnement qui sont la production de toutes les ressources qu'on va exploiter après derrière du capital naturel. Et les services culturels, où là justement c'est tout le bien-être que la nature peut apporter aux sociétés humaines, que ce soit pour les occupants, que ce soit pour des activités aussi, des choses comme ça, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'un îlot, d'un quartier ou d'une ville même. Et donc, tous ces services écosystémiques sont rendus par la biodiversité, notamment au système urbain. Donc là, c'est un schéma que vous avez ici sur la partie gauche de cette slide, avec les dépendances pardon, à la fois ce dont je parlais à l'instant, les principaux facteurs de pression des systèmes urbains et de nos activités sur la biodiversité, et à l'inverse, les services que la biodiversité nous rend. Et donc, ça permet de voir un petit peu ce cycle-là pour le visualiser. Je trouve que c'est intéressant toujours aussi d'apporter des chiffres un peu clés pour comprendre l'importance de ces enjeux. En 2021, la Banque de France a publié une étude sur la dépendance aux services écosystémiques qui montrait que 42% des actions et obligations détenues par des institutions financières françaises sont émises par des entreprises qui sont fortement ou très fortement dépendantes des services écosystémiques, justement. Et donc, ce que ça montre, c'est que ça ne se mesure pas seulement aujourd'hui à l'échelle de notre territoire, mais ça a aussi un impact à l'échelle globale de la stabilité économique et financière de nos sociétés. Et cette étude, en tout cas en 2021, elle a été reprise un peu partout, notamment ce chiffre-là, notamment dans les sphères financières. Et donc, ces acteurs sont de plus en plus attentifs à ces enjeux. Et donc, ça pousse, enfin, on aura l'occasion d'y revenir juste après, mais ça pousse à l'action et à l'attention, en tout cas, pour les activités immobilières, de développement de projets immobiliers. Donc, voilà pour cette première partie qui pose un petit peu, qui plante un peu le décor de pourquoi la biodiversité, pourquoi s'y intéresser et qu'est-ce que j'en retire en tant qu'entreprise de l'immobilier ou acteur du territoire. Et donc, ça me permet de passer à la deuxième partie dans un cadre réglementaire en évolution. Aujourd'hui, en matière de biodiversité, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà existantes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui bougent et qui font qu'il y a de plus en plus une attention grandissante à ces thématiques-là. Je voulais commencer par d'abord des choses assez générales sur le contexte, pas forcément uniquement réglementaire, mais un peu politique, national et international en matière de biodiversité, parce que je pense que c'est important aussi de voir un peu dans quel environnement on se situe et pourquoi aujourd'hui tout le monde en parle. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec les COP. Alors, on parle beaucoup des COP pour le climat, notamment au moment de la COP 21 qui avait eu lieu à Paris et les accords de Paris qui ont été signés pour se fixer une trajectoire en matière de limitation du changement climatique. Pour la biodiversité aussi, la biodiversité a sa COP depuis le sommet de la Terre en 92. Donc, les COP ont été créés en même temps pour le climat, la biodiversité et la lutte contre la désertification. Et donc, aujourd'hui, il y a une COP 15 qui est en cours, qui se déroule actuellement pour définir un cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Donc, l'objectif, c'est de définir les grands objectifs internationaux à horizon 2030 et 2050. Et donc, ça va avoir par ruissellement des impacts sur tout ce qui va être décliné après dans notre réglementation. L'objectif de cette COP, c'est un petit peu l'ambition, c'est un petit peu la même que celle de la COP 21, justement. Ça va être vraiment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène qui est l'effondrement de la biodiversité et comment est-ce que ça se met en place. Donc, la COP 15, elle devait se tenir en 2020 initialement et elle se tiendra en septembre 2022. Elle a été repoussée avec les pandémies, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir structurer après ce qui se passe dans nos activités.
Un deuxième élément, c'est la stratégie nationale biodiversité 2030. Un premier volet a été publié en mars 2022, donc très récemment. C'est toujours susceptible d'évoluer justement en fonction des résultats de cette COP15 que j'évoquais. Mais d'ores et déjà, il y a certains éléments qui peuvent impacter la filière de la construction, certains objectifs, donc notamment le fait de promouvoir les filières courtes, le recyclage des matériaux, mais aussi l'ambition de déployer des labels, notamment éventuellement des labels d'État, on pourrait y revenir plus tard, pour favoriser, inciter à la prise en compte de la biodiversité dans les activités immobilières, et aussi évoquer le fait de systématiser le passage la réalisation d'un diagnostic écologique en état initial par un écologue à partir de 2025. C'est des choses qui vont venir après s'implémenter dans la réglementation et qu'on va suivre sur les prochains mois, prochaines années. Après, en termes de stratégie nationale, il y a aussi une stratégie sur les aires protégées. Je passe pas trop dessus, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir un impact sur certains projets immobiliers, la proximité à certaines aires protégées, etc. Donc, aujourd'hui, on veut développer plus la protection du territoire et la protection forte aussi, notamment. Et un dernier point que je voulais aborder, c'est le plan d'action, la stratégie nationale pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. On le voyait, c'est une des 5 pressions sur la biodiversité. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure particulière pour le secteur du bâtiment, mais il y en a qui sont développées dans ce plan national, notamment pour les infrastructures linéaires, la voirie, etc. Et donc, on peut s'inspirer de ces recommandations aussi pour les appliquer au secteur du bâtiment. Donc après, au niveau réglementaire national, il y a aussi toute la déclinaison des enjeux de biodiversité dans la planification territoriale. Donc là, il y a des outils qui ont déjà été développés, notamment suite au Grenelle de l'environnement, avec à l'échelle régionale les SRCE, les schémas régionaux de cohérence écologique, où on décline justement les trames qui sont les continuités écologiques, donc vertes et bleues pour la région. Et ensuite, c'est décliné dans les documents d'urbanisme locaux, les PLU, qui vont justement venir encadrer les activités des entreprises de l'immobilier et qui intègrent ces thématiques de biodiversité de plus en plus. Et aujourd'hui, tout ce contexte est en train de se révolutionner, on va dire, en train de changer de paradigme avec l'objectif zéro artificialisation nette des sols qui a été inscrit dans le cadre réglementaire par la loi climat et résilience. Et donc, l'objectif ici, c'est de réduire le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 50% d'ici à 2031 et de le porter à 0% en termes d'artificialisation des sols à horizon 2050. C'est des objectifs qu'on entend, qui sont réglementaires en France, mais qu'on entend aussi à l'échelle européenne, qui pourraient se matérialiser aussi à l'échelle européenne, en tout cas des grandes orientations. Et donc, je disais, aujourd'hui, c'est un changement de paradigme dans la logique de consommation et de perception de notre espace, d'autant plus avec la nouvelle définition qui a été donnée à l'artificialisation, qui intègre la notion de fonction écologique. Vous l'avez ici, entre guillemets, donc l'artificialisation, c'est l'altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol. Et donc, cette notion de fonction écologique, elle est très intéressante parce qu'elle donne une profondeur à notre analyse et notre perception des sols. On va intégrer aussi des enjeux pas uniquement des logiques surfaciques de consommation d'espace, mais aussi de qualité des sols. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines collectivités qui commencent à mener des travaux de cartographie des fonctions écologiques de leur sol pour venir impacter, adapter leurs documents d'urbanisme justement et intégrer tout ça pour développer les espaces constructibles à l'échelle de leur territoire. Et je trouve que c'est intéressant, c'est des choses qui devraient évoluer. Donc voilà. Sur l'échelle du bâtiment maintenant, on a aujourd'hui un cadre réglementaire au niveau de la construction neuve qui est assez fixe, assez connu, on va dire, et largement déployé sur le territoire, notamment avec tout ce qui est évaluation environnementale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est applicable pour tous les projets qui respectent des seuils qui sont
fixées dans le Code de l'environnement. Donc, c'est pour tous les projets qui sont à partir de 10 000 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, les projets passent en évaluation environnementale. Donc là, ça implique que le projet va être soumis à étude d'impact. Donc l'étude d'impact va devoir être menée et l'application de la séquence ERC, la séquence éviter, réduire, compenser, qui vise à qui veille à ce que un projet immobilier n'ait pas d'impact significatif sur l'environnement. Par rapport à ça, je précise qu'il y a un décret qui a été aujourd'hui, donc c'était uniquement pour les projets qui étaient supérieurs à un seuil de 10 000 m². Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets donc, qui passaient entre les mailles du filet. Ce pourquoi il y a un décret qui a été adopté et publié au journal officiel le 26 mars 2022, je crois, qui vient justement permettre à l'autorité qui va délivrer le permis de construire de faire passer le projet aussi dans le cadre de l'évaluation environnementale, même s'il se situe en dessous de ces seuils. Donc, c'est des choses qui vont venir se généraliser, donc avec un diagnostic faune flore à effectuer et les mesures de la séquence ERC, comme je disais. Donc ensuite, il y a aussi le cadre qui s'applique pour en fonction de la présence d'espèces protégées. Aujourd'hui, s'il y a des espèces protégées qui sont présentes sur un site, il y a toute une procédure qui se déclenche et il est aujourd'hui interdit de porter atteinte aux habitats, mais aussi à certains lieux d'alimentation ou autres de ces espèces protégées si elles sont observées. Et la liste de ces espèces, elle est fixée par arrêté ministériel. Et si jamais une dérogation peut être obtenue justement pour un projet, c'est aussi la séquence ERC qui va s'appliquer dans ce cadre-là pour permettre d'avoir quelque chose qui reste harmonieux. Autre chose que je voulais évoquer qui est nouveau et qui est lié à la loi climat et résilience aussi, c'est l'obligation de végétaliser ou d'équiper en panneaux solaires au moins 30% de la surface des toitures de certains bâtiments. C'était quelque chose qui était déjà en vigueur depuis 2019, mais qui a été encore élargi avec la loi climat et résilience en 2021, notamment pour les nouveaux bâtiments donc commerciaux, d'entrepôts ou de hangars de plus de 500 m². Donc avant, c'était pour ceux de plus de 1000 m². Donc maintenant, le seuil a été baissé à 500 m². Et aussi pour une nouvelle classe d'actifs, les bureaux de plus de 1000 m² qui vont devoir eux aussi végétaliser ou couvrir de solaire 30% de leur surface de toiture. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont faire évoluer le code de la construction et c'est aussi intéressant de voir ces nouvelles pratiques. Aujourd'hui, ça va être précisé par décret, justement, quelles sont les exigences qui sont relatives à ces toitures végétalisées. Donc, qu'est-ce qu'on peut considérer en fait comme une toiture végétalisée, quelle épaisseur de substrat doit être appliquée ou des choses comme ça. Donc, c'est des discussions qui sont en cours au ministère. Un dernier point aussi qui va venir impacter l'intégration des enjeux de biodiversité dans la construction neuve, c'est la RE 2020. Alors dans la RE 2020, il n'y a pas de prise en compte des enjeux de biodiversité, mais un label d'État est en cours de développement, donc le label RE 2020, qui va accompagner cette RE 2020. Et donc des travaux sont en cours pour intégrer les enjeux de biodiversité dans ce label pour les nouvelles constructions et il devrait être finalisé d'ici 2022. Enfin voilà, aujourd'hui il y a divers groupes de travail, dont un qui travaille sur la partie biodiversité, qui est piloté par le CSTB. À l'OID, on y participe aussi, mais donc c'est des choses qui sont en cours de développement. Et on a publié un article sur le site de l'OID à ce sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, je passe pas trop de temps là-dessus, mais en tout cas, c'est aussi des choses incitatives qui vont se développer. Dans le cadre de la gestion, une fois le bâtiment existant, aujourd'hui, il y a beaucoup, par rapport à la construction, il y a beaucoup moins de réglementation qui vient encadrer l'intégration de la biodiversité sur des actifs existants. Pour autant, au moment de la rénovation, il y a peut-être certaines réglementations que j'évoquais, donc notamment l'obligation de végétalisation des toitures qui peut s'appliquer en cas d'extinction sur les mêmes seuils d'emprise du projet qui font l'objet de l'extension.
ce qui peut aussi impacter un projet au moment de sa rénovation, c'est la présence d'espèces protégées. Et donc là, j'attire particulièrement votre attention là-dessus. Aujourd'hui, avec la massification des activités de rénovation thermique, pardon, dans le cadre de l'application de la stratégie nationale bas carbone et de l'industrialisation, on va dire, de cette pratique de rénovation, il y a un gros risque qui pèse sur les espèces liées au bâti, pas uniquement les espèces protégées, mais toutes les espèces qui sont inféodées au bâti, on en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est même si la rénovation à l'échelle d'un bâtiment, elle peut être perçue comme voilà, un acte unique, ça arrive à un moment, c'est pas forcément si grave. Le fait que que ce soit généralisé aujourd'hui à l'échelle du territoire, ça a un impact vraiment, ça fait peser un risque majeur sur ces espèces. Et ça peut être, pour autant, ça peut être assez simple à intégrer sur un projet de rénovation si c'est pris assez tôt en compte dans le projet avec l'installation de nichoirs pour certaines espèces, voilà, des mesures de compensation aussi ici qui peuvent être mises en place. Et si jamais il y a un manqué en fait sur l'identification de ces espèces au moment de la rénovation, ça peut entraîner l'arrêt d'un chantier et donc des retards, des surcoûts aussi pour le projet. Et donc c'est aussi très dommageable à tous les niveaux, à la fois au niveau écologique, mais aussi au niveau économique pour la stabilité d'une entreprise et au niveau d'ailleurs réputationnel pour cette entreprise. Donc ça, j'attire vraiment votre attention là-dessus pour les activités de rénovation. Je pense que c'est important. On en parlait encore hier avec le groupe de travail biodiversité à l'OID. Par ailleurs, au niveau d'un bâtiment en phase de gestion, on va dire, il y a deux aspects réglementaires qui peuvent s'appliquer, à la fois liés aux pratiques de gestion des espaces végétalisés, donc ici avec l'encadrement des taillages des arbres ou certaines haies, mais aussi liés aux pollutions lumineuses. On sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pèse assez lourdement sur les espèces, donc de manière complètement différenciée. Il y a beaucoup de documentation là-dessus si ça vous intéresse, sur la pollution lumineuse, à la fois à l'échelle du bâtiment, mais aussi à l'échelle de la ville avec l'éclairage public. C'est vraiment des bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre assez facilement. Et donc voilà. Au-delà de ces réglementations, aujourd'hui, quelque chose qui pousse aussi à l'attention des investisseurs notamment, mais aussi des entreprises aux enjeux de biodiversité, c'est les attentes en matière de reporting extra-financier. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces choses, le reporting, c'est le fait pour une entreprise, le reporting extra-financier, de publier des informations sur sa performance extra-financière, donc environnementale et sociale, dans ses rapports annuels. Donc, il y a des attentes fortes de la part des parties prenantes pour venir justement voir comparer les performances des entreprises entre elles, des agences de notation qui vont venir aussi comparer tout ça d'une société à l'autre. Et donc, il y a un enjeu de réputation pour ces entreprises à avoir une stratégie qui soit vertueuse vis-à-vis de l'environnement. Et il y a beaucoup de réglementations qui entrent en vigueur aujourd'hui qui viennent renforcer ces attentes. Je parlerai de deux en particulier. D'abord, l'article 29 de la loi énergie-climat qui entre en application en cette année 2022. Donc là, ça va être pour des sociétés de gestion, des assureurs, des gros investisseurs institutionnels qui vont devoir maintenant publier une stratégie, enfin communiquer sur leur stratégie d'alignement sur les objectifs internationaux en matière de biodiversité. Donc là, c'est ceux notamment qui seront fixés au moment de la COP 15. Et donc, ces investisseurs qui sont susceptibles d'investir massivement dans les projets immobiliers que vous développez, ils vont être de plus en plus attentifs à faire remonter de la donnée pour pouvoir alimenter justement ces stratégies et ces grands objectifs. Le deuxième règlement majeur aujourd'hui qui va avoir un impact là-dessus, c'est le règlement de la taxinomie européenne. Ce règlement, il vient à l'échelle européenne dresser une classification de ce qu'est, comme un dictionnaire qui va donner des définitions de ce qu'est une activité durable sur le plan environnemental, et donc pour réorienter les flux financiers vers des activités vertueuses derrière pour financer la transition écologique. Donc là, les entreprises vont être
obligés de publier la part de leur activité qui respecte ces critères. Et donc, il y a des critères qui ont été définis pour les activités immobilières, notamment pour la construction ou des bâtiments existants. Donc là, ça va être de ne pas être construit sur certains espaces ou alors sur des espaces où il y a certaines espèces qui ont pu être observées, respecter aussi des ratios de végétalisation, des ratios de pleine terre, des choses comme ça. Le fait d'impliquer un écologue au moment de la conception du projet immobilier, de mettre en place un plan d'action, un plan de gestion sur la durée. Et donc, tout ça, ça va être des attentes qui vont être des choses qui vont être de plus en plus demandées de la part de ces investisseurs. Et je pense que si le cadre réglementaire l'impose pas forcément aujourd'hui, le fait, par exemple, d'adopter des pratiques de gestion écologique, c'est aussi par ce biais-là des attentes des investisseurs que ça peut entrer, et pas uniquement pour les entreprises, pas uniquement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les plus petites entreprises qui n'ont pas l'habitude justement d'éditer des rapports annuels sur leurs performances extra-financières. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de majeur qu'il faut avoir en tête aujourd'hui qui va progressivement entrer en vigueur. Je n'ai pas précisé le calendrier, mais c'est des choses qui entrent en vigueur aujourd'hui, donc qui vont se massifier sur les prochaines années. Et donc là, on est vraiment à un point de bascule par rapport à toutes ces choses-là. J'espère que j'ai été assez clair sur ces différentes réglementations. C'est toujours un peu une liste assez longue à dérouler. J'ai un tableau récapitulatif ici qu'on a mis, mais je ne vais pas forcément le commenter. En tout cas, je crois que vous pourrez avoir le support après ma présentation. Et donc, sans plus attendre, je passe à la partie 3, passer à l'action, donc pour vous fournir des outils pour comprendre les enjeux liés à la biodiversité et engager une démarche. Donc, je vous présente ici quelques bonnes pratiques qui peuvent être adoptées en différentes phases du cycle de vie d'un bâtiment, en fonction de vos activités, en phase de conception, de chantier, mais aussi d'exploitation. Il y a beaucoup de documentation, je vous les présenterai aussi certaines sur la slide suivante, mais je voulais quand même vous donner quelques grandes pistes aujourd'hui pour repartir avec des éléments et peut-être un petit peu d'inspiration. Déjà en phase de conception, en amont du projet, ça va être en premier de choisir une implantation qui soit adaptée aux caractéristiques du territoire. Donc là, ça va être le fait de se reporter aux différents schémas SRCE, PLU, intégrer les trams, etc. Et avant tout, favoriser la rénovation, la réhabilitation, plutôt que d'aller faire de la construction en étalement urbain, venir investir les dents creuses, les friches, des choses comme ça, pour limiter l'impact sur la biodiversité. C'est déjà la première étape qui fait sens. Après, une bonne pratique, c'est d'effectuer un diagnostic écologique en amont pour établir un état initial. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de promoteurs qui commencent à le généraliser à l'échelle de leur activité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va se massifier. On le voit aussi, qui est aussi évoqué dans la stratégie nationale de biodiversité. Donc, c'est des choses qui vont gagner en importance. Favoriser la pleine terre et adopter des stratégies de construction verticales plutôt que horizontales avec une emprise au sol plus importante. Quelque chose qui est important aussi dans l'élaboration de la palette végétale, c'est de conserver l'existant, les arbres, la végétation existante, mais aussi les terres éventuellement du site, et pas venir importer des terres qui viennent d'ailleurs, mais de réutiliser celles qui sont sur site, par exemple aussi pour des toitures végétalisées, de réutiliser la terre du site initial pour la remettre en toiture. Il y a des graines, il y a plein de choses qui sont liées au milieu et qu'on peut garder. De choisir une palette végétale qui soit adaptée aussi si on doit en construire une nouvelle. Et un dernier conseil que j'ai mis, c'était d'intégrer des habitats et espaces favorables à la biodiversité sur le bâti en tant que tel. Donc là, ça va être végétaliser le bâti, éviter aussi les surfaces vitrées pour limiter les risques de collision avec l'avifaune, donc avec les oiseaux. Ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à dire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bâtiments avec des surfaces vitrées importantes. Il y a des bonnes pratiques à adopter pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas préjudiciable pour les oiseaux. Et aussi éviter aussi les façades lisses. Aujourd'hui, les espèces du bâti, elles nichent dans les anfractuosités, dans
au niveau des volets, au niveau des choses comme ça. Et le fait d'avoir des façades qui soient complètement lisses ne permet plus à ces espèces de venir vivre sur le bâtiment. Et donc, c'est aussi des choses qui sont à savoir au moment de la conception d'un bâtiment. Quelques bonnes pratiques en phase de chantier, le fait d'adapter le calendrier des travaux aux espèces qui sont présentes sur le site. Là-dessus aussi, il y a de la documentation qui est disponible sur les principales périodes à éviter en fonction des différentes espèces, notamment sur des ressources que je vais vous mettre sur la slide suivante. Aussi de sensibiliser les équipes pour identifier justement les espèces exotiques envahissantes qui sont susceptibles de s'implanter au moment du chantier. Ça peut être fait assez facilement, on va dire, si on s'en aperçoit assez tôt. S'il est observé plus tard qu'il y a une espèce, ou alors que c'est signalé par les riverains, par exemple, qu'il y a une espèce exotique, une espèce invasive qui est en train de prendre de l'importance sur la parcelle, ça peut être des campagnes d'arrachage a posteriori qui vont être exigées par des collectivités et donc un surcoût aussi derrière si on ne s'en aperçoit pas assez tôt. Éviter les pièges et limiter les nuisances en phase de chantier. Il y a aussi des guides par rapport à ça, limiter les nuisances sonores, les poussières, des choses comme ça. Les pièges, ça va être de boucher certaines cavités en phase de chantier ou alors encadrer certains espaces. Enfin, voilà, ça peut être des choses qui sont assez faciles, assez évidentes, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui derrière peuvent vraiment, si elles sont généralisées, vraiment être un levier pour agir aussi en phase de chantier. Et en phase d'exploitation, il y a un premier levier qui va être d'adopter des principes de gestion écologique. Donc là, ça va être le zéro phyto, la fauche tardive, le paillage, des choses comme ça qui sont aujourd'hui, qui peuvent des fois, il y a un frein, on va dire, aujourd'hui parfois avec les mentalités. Des fois, on se dit, on a du mal à favoriser l'acceptabilité de ces pratiques. Pour autant, avec un petit peu de pédagogie et une bonne compréhension de ces enjeux, ça peut être vraiment des choses qui peuvent être vertueuses, même avec les occupants, avec les locataires. Ça peut être très, très bien vu si c'est bien expliqué. Le fait aussi de conserver des espaces en libre évolution, des espaces, peut-être une parcelle, seulement un pourcentage des espaces qui accompagnent les bâtiments en libre évolution pour permettre justement aux espèces de venir coloniser ces espaces et d'être un peu tranquilles, et pour autant d'avoir un espace à côté qui soit aussi, comment dire, utilisable par les occupants. Donc d'avoir vraiment deux espaces séparés, ça peut être vraiment intéressant, à la fois pour la biodiversité et à la fois pour donner des espaces aux occupants, que ce soit pour des aires de pique-nique, des espaces de jeu, des choses comme ça. Et aussi limiter l'éclairage nocturne. Comme je le disais, aujourd'hui, ça va impacter les espèces qui dépendent de la nuit pour leur cycle de vie, mais aussi des espèces qui vont migrer et donc s'orienter en fonction de l'éclairage nocturne, qui vont être perturbées. Ça peut être plein de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un levier qui peut être intéressant à cette étape-là de vie d'un bâtiment. Donc, comme je le disais, vous avez un grand nombre de ressources qui sont produites. Ici, c'est seulement quelques ressources que j'ai mis. Il faudrait que je rajoute les liens cliquables pour que vous puissiez avoir ensuite le support. Mais vous pouvez aller consulter toutes ces ressources. Elles sont vraiment, c'est des mines d'informations. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Je sais que ce qui manque souvent, c'est pas forcément l'information, mais c'est le temps pour aller la trouver. Donc là, déjà, je pense que c'est une première liste de ressources qui peut vous aider à agir. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont disponibles et que vous pourrez trouver aussi en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc sur biodiversité bâtie, en phase de chantier, spécifique aux toitures végétalisées, un certain nombre de guides sur la construction. Je parlais de l'impact des surfaces vitrées et de la lumière. Donc là, il y a un guide assez opérationnel, enfin très opérationnel, qui fait le pont entre justement les travaux de recherche qui sont menés à ce niveau-là et l'applicabilité sur un bâtiment. Et aussi, ici, j'ai mis un décryptage qu'on a réalisé à l'OID sur la gestion écologique, comprendre pour agir. Je le disais au début, on a un centre de ressources
à l'Observatoire de l'immobilier durable, où on met tout un ensemble de décryptage, d'études, d'outils pour faciliter la compréhension de ces enjeux. Donc là, c'en est un exemple. Vous aurez aussi les liens pour aller vers ça. Un autre conseil, une bonne pratique que je peux donner et quelque chose qui est en évolution, c'est le fait d'utiliser des outils de mesure, de se sensibiliser à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, en matière de biodiversité, parfois on a du mal à savoir exactement mesurer ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, dans un projet qu'on réalise à l'OID, une étude annuelle qui étudie les pratiques des entreprises, 69% des promoteurs immobiliers qui ont répondu à cette étude, donc le baromètre de l'immobilier responsable, annonçaient utiliser un indicateur de type CBS pour leur stratégie biodiversité. Donc le CBS, c'est le coefficient de biotope par surface. C'est une méthode de quantification qui va permettre d'évaluer la perméabilité des surfaces à la fois sol, mais aussi en toiture ou en façade, avec aussi l'intégration des façades végétalisées. Donc c'est un indicateur surfacique et aujourd'hui, donc il fait quand même, on voit un relativement consensus parmi les stratégies des promoteurs, mais pour autant il y a vraiment beaucoup de méthodologies de CBS qui existent et puis beaucoup d'autres outils. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'uniformisation, d'harmonisation des pratiques à ce niveau-là. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Ça peut passer aussi notamment par le label Heureux 2020 dont je parlais tout à l'heure. Il travaille aujourd'hui sur l'élaboration justement d'une méthode qui soit harmonisée, une méthode de CBS qui soit harmonisée pour permettre aux promoteurs en phase de projet d'avoir une méthode comparable d'un projet à l'autre. Mais il y a aussi des collectivités qui développent leur méthodologie de CBS, des promoteurs en interne qui se le sont appropriés, qui ont aussi développé leur propre méthodologie. Donc aujourd'hui, il y a une effervescence, on va dire, à ce niveau-là. Et progressivement, il va y avoir un effet d'uniformisation des pratiques qui va se mettre en œuvre. Et voilà, donc je voulais parler de deux initiatives avant de laisser un petit temps pour les questions. Ça répond à ce que je viens d'évoquer aujourd'hui. À l'OID, on coordonne une initiative qui est le Biodiversity Impulsion Group. C'est un programme de recherche appliquée et d'action collective qui rassemble donc tout un ensemble d'entreprises de l'immobilier, ou en tout cas qui ont une activité en lien avec l'immobilier. Vous avez ici tout leur logo qui s'affiche en bas, pour favoriser l'intégration des enjeux de biodiversité dans la conception et la gestion des projets immobiliers. Et donc, l'objectif ici, ça va être justement de définir des indicateurs de mesure de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne mesure pas, c'est difficile d'enclencher une démarche. Donc, c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là qu'on s'est fédéré autour de cette initiative. Tous ces indicateurs seront intégrés sur un outil qui sera disponible en open source qui s'appelle Biodibat. Donc aujourd'hui, on a déjà un outil à l'OID qui a été développé pour l'adaptation au changement climatique. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser. Ça s'appelle Batadapt. Et vous pouvez aller le consulter en ligne. C'est donc en fonction de l'adresse d'un bâtiment, on va pouvoir avoir des indicateurs. Donc ici sur l'état de la biodiversité à proximité du bâtiment, mais aussi en fonction des caractéristiques du bâtiment, finalement, quel est le potentiel d'accueil en matière de biodiversité de ce bâtiment. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont se développer justement pour répondre à tous ces besoins que j'évoquais avant, et aussi développer des outils facilitateurs pour permettre de comprendre les enjeux, pour permettre de prendre en main ces outils et ces thématiques, pour permettre de sensibiliser les équipes en interne, les locataires, aussi les occupants, les investisseurs, enfin vraiment tout un tas de choses à développer pour permettre vraiment de pousser à l'action les entreprises pour intégrer les enjeux de biodiversité. Donc ça, c'est le Biodiversity Impulsion Group. Vous pouvez trouver plus d'informations aussi en ligne si vous le souhaitez. Avant de passer aux questions, pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus par rapport à ces enjeux de bâtiment et biodiversité, sachez qu'à l'OID, on a produit un MOOC bâtiment et biodiversité avec notamment la société Wild Trees,
l'ADEME, le plan bâtiment durable, c'est un MOOC qui est disponible sur la plateforme MOOC bâtiment durable en ligne, aussi avec Gessina et Postimo qui ont aussi participé à la réalisation de cette formation. C'est une formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, qui permet de comprendre les grands enjeux qui lient bâtiment et biodiversité, pour aller un petit peu plus loin que juste cette introduction qu'on a pu faire aujourd'hui. Sur les 3 sessions aujourd'hui, on a déjà plus de 5500 personnes qui se sont inscrites et qui ont suivi la formation. Donc, c'est vraiment des choses qui intéressent et on a eu des retours positifs. Donc, on est très heureux. S'il y a des personnes qui ont déjà suivi cette formation, on est très heureux de savoir qu'elle plaît. Et donc, cette 3e session, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 mai prochain. Vous aurez les liens pour vous y inscrire si vous le souhaitez. Sachez qu'une fois qu'on est inscrit à une formation sur cette plateforme, donc c'est la plateforme de l'ADEME ou Bâtiment Durable, on a toujours accès au contenu. Donc, même si vous n'avez pas forcément le temps aujourd'hui de suivre ce MOOC, vous pouvez quand même vous y inscrire. Et donc, c'est une formation qui se déroule sur 5 semaines, qui prend à peu près 1h30 à 2 heures par semaine avec le déroulé que vous avez ici. Donc, d'abord, comprendre les grands enjeux bâtiment et biodiversité, identifier les pistes pour agir sur les différentes étapes du cycle de vie du bâtiment, construction, rénovation, exploitation, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Agir pour intégrer la biodiversité en intégrant les parties prenantes, c'est quelque chose qui est indispensable, sans quoi on ne peut pas agir. Et une dernière séquence sur climat et biodiversité, la convergence de 2 sujets clés. Aujourd'hui, on sait que c'est indispensable dans une stratégie climat de prendre en compte les enjeux de biodiversité, mais à l'inverse aussi, dans une stratégie biodiversité, ça va permettre de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Si c'est bien fait, il peut vraiment y avoir des choses win-win, gagnant-gagnant qui peuvent être mises en place. Et donc, on a insisté là-dessus aussi dans ce MOOC. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous transmettre tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Laurence, je pense qu'on peut répondre à quelques questions s'il y en a. Voilà, bah écoutez, il y en a beaucoup, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout, mais je vous les enverrai par la suite, il n'y a pas de souci. J'en avais une première. Vous avez parlé de l'article 411.1 du Code de l'environnement qui fixe les principes relatifs aux espèces protégées. Et un participant nous demande s'il est prévu de supprimer les dérogations de destruction d'espèces protégées accordées par les préfets un peu trop facilement, selon cette personne. Alors, je sais pas forcément si on peut, si c'est des choses qui sont en cours de discussion. En tout cas, a priori, si c'est pour des espèces qui sont protégées ou qui perdraient leur statut de protection, c'est peut-être dans ce sens-là la question. Mais a priori, j'ai pas connaissance de retour en arrière, on va dire, sur des projets qui auraient déjà accordé des permis de Oui. dérogation. Pour autant, s'il y a des signalements supplémentaires, peut-être que ça peut effectivement être le cas. Si, imaginons, on identifie d'autres espèces, mais si le diagnostic a été posé et qu'il y a eu une dérogation qui a été obtenue, bon, à toute précaution gardée à ce que je dis, mais je pense qu'on puisse revenir sur cette décision, sauf nouveauté. Alors, en slide 16, vous nous avez parlé des attentes en matière de reporting extra-financier et notamment du règlement sur la taxonomie. Quelles sont les différentes espèces? Enfin, est-ce qu'il existe en fait une liste des différentes espèces liées au bâti? Alors, pas spécifiquement identifié pour les espèces liées au bâti. Aujourd'hui, dans le règlement de la taxinomie européenne, c'est la liste rouge des espèces menacées d'extinction à l'échelle européenne qui est prise en compte. Aujourd'hui, il faudrait vraiment aller regarder les espèces qui sont dans cette liste pour voir si elles collent avec les espèces protégées en France, parce que sinon, je pense qu'effectivement, il y a un risque de complexité, enfin en tout cas une source de complexité assez significative sur, alors là c'est des espèces qui sont protégées, enfin qui sont menacées à l'échelle européenne, donc pour la taxinomie on va regarder cette liste-là, pour les espèces protégées il faut regarder cette liste-là, c'est assez complexe, donc je pense qu'il y a un besoin de clarification à ce niveau-là.
effectivement. Mais en tout cas, c'est effectivement les listes de l'ICN qui sont reprises dans le règlement de la taxonomie. Et le guide de taxonomie européenne, il est disponible? Oui, c'est vrai, je l'ai pas évoqué. Alors, c'était sur la slide. À l'OID, on a fait un gros travail de décryptage des critères techniques Mhm, de la taxonomie européenne, qui est disponible en ligne, donc sur le centre de ressources de l'OID, qui s'appelle TALON. mhm. Et donc, toutes nos ressources, en fait, en général, sont disponibles dessus. Pareil, je pourrais mettre le lien, Laurence, avant qu'on envoie le D'accord. support. Je rajouterai les liens sur tous Ok, les bon bah guides que j'ai super, mis dans mon support. super. Et puis bah, pour conclure, on a compris qu'il y avait quand même un gros travail de pédagogie à faire autour de toutes ces problématiques. Et quelqu'un nous demande sur les actions à mettre en œuvre, notamment en phase d'exploitation, comment Mhm. contraindre les futurs habitants à protéger la biodiversité? Est-ce que le règlement de copropriété, par exemple, peut jouer un rôle ou est-ce qu'il faut émettre un autre règlement? Est-ce que vous avez une réponse ou des idées, des pistes là-dessus? Mhm. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez compliquées. Ça va dépendre aussi de l'usage du bâtiment. En tout cas, dans les retours qu'on a dans les discussions qu'on peut avoir avec les membres de l'association avec qui on travaille dans des groupes de travail. Aujourd'hui, pour du bâtiment avec un monolocataire, ça peut être plus facilement faisable parce que finalement, on va pouvoir, dans des annexes environnementales ou des choses comme ça, définir ensemble des règles. Pour autant, pour des bâtiments multilocataires, c'est tout de suite plus compliqué. Mmh, Je pense qu'il y a des choses à imaginer. Avant de contraindre, je pense que la première étape, c'est vraiment un travail de pédagogie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont finalement demandeurs de plus de nature mmh, euh, et qui ne savent pas forcément comment, enfin, qui ne le comprennent pas en fait. Et il y a un vrai besoin de pédagogie auprès des locataires à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes à développer, quoi. mmh. Très bien, ben Delphine Brault, je vous remercie infiniment pour cette intervention. Merci à tous d'y avoir participé. Et donc, comme l'a précisé Delphine, après quelques mises en page et mises de liens sur le support, nous vous l'enverrons bien volontiers afin que vous puissiez réfléchir autour de tout ça et vous, à votre niveau aussi, pouvoir faire de la pédagogie dans vos établissements. Un grand merci encore à Loïdé et à Delphine en particulier. Bon appétit Merci. à tous et à bientôt pour un nouveau webinaire, le Moniteur. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée.